BFM Business, BFM Crypto, le club. Votre rendez-vous quotidien sur BFM Business, toute l'actualité des cryptos, de la blockchain avec nos invités. Valentin Nico en ligne avec nous, en plateau Adli Takal-Bataille, on se parlera dans un instant, bonjour. Et également avec nous, mais en duplex, Raphaël Bloch, bonjour à tous les trois. Bonjour Stéphane. Valentin, on va vous donner la parole pour commencer, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Un mot des niveaux techniques, 20 447 $ pour le Bitcoin. Évidemment, le week-end dernier a été particulièrement compliqué. Techniquement, est-ce qu'on commence à sortir de la zone de turbulence ? Alors bonjour Guillaume, oui, légère détente de la perception du risque global sur les actifs risqués. On a donc un VIX à 29 en légère baisse depuis quelques jours et un Fear and Greed Index aussi qui redescend à 22. Bon, qui reste dans des zones, bien sûr, de peur tout de même. Mais la réaction est positive. On a un rebond, après, comme vous le dites, la très mauvaise fin de semaine où on avait eu le Bitcoin qui était passé sous les 18 000 $ et l'Ethereum qui était passé sous les 1 000 $. Donc, on avait eu quand même un petit week-end de panique. Et on est satisfait d'être repassé maintenant au-dessus des supports, à savoir 20 000 pour le Bitcoin et 1 050 pour l'Ethereum. On est toujours très corrélé aux indices traditionnels. On s'en est rendu compte d'ailleurs à la sortie du week-end où le marché crypto s'est repris avec les indices. Et on espère que le rebond en formation sur les marchés actions se confirmera, ce qui pourrait donc pousser les actifs risqués de manière globale, rassurer un petit peu le marché, et notamment donc bien sûr celui des crypto-monnaies. Mais voilà, à part ces nouvelles, pas grand-chose depuis la semaine dernière, Guillaume. Quels sont les niveaux qu'il faut surveiller maintenant, d'un point de vue technique ? D'un point de vue technique, écoutez, là en fait on revient, donc on repasse au niveau des supports qu'on a cités juste avant. Donc toujours zone dangereuse, même si on est plutôt rassuré. J'avais proposé de jouer un rebond la semaine dernière en contrôlant bien sûr beaucoup de risques. Là on est un peu dans le même scénario. Peut-être aller d'ailleurs sur autre chose que les deux majeurs et regarder des projets qui ont bien progressé sur la semaine malgré le week-end, comme par exemple Solana qui gagne 15% sur la semaine. On pourrait espérer un retour à 39 000 par exemple dollars sur Solana, qui était le niveau, vous savez, avant qu'il y ait des problèmes sur la blockchain. Donc voilà, peut-être regarder un petit peu ailleurs que ces deux majeurs. Merci beaucoup, Valentin Nico, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. En plateau, avec moi, Adli Takal-Bataille, président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Rebonjour, on s'est dit bonjour rapidement en début de séquence. On va d'abord donner la parole à Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de Big Whale. Raphaël, bonjour. La société américaine Circle va lancer la semaine prochaine son stablecoin euro, l'Eurocoin. Ça faisait longtemps qu'on se disait qu'un tel projet allait arriver. Pourquoi maintenant, en pleine turbulence ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on peut s'interroger sur le calendrier. En réalité, il y a deux raisons assez simples qui expliquent le lancement donc de ce stablecoin attendu pour le 30 juin. La première, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que finalement les taux d'intérêt sur les obligations européennes sont remontés. Et en fait, c'est intéressant de le savoir parce que le stablecoin donc euro de Circle sera basé en partie sur, on peut l'imaginer, des bons, des obligations souveraines européennes, et donc forcément, ce sera en termes de rentabilité quelque chose de plus intéressant que si vous avez des taux négatifs. Et puis la deuxième chose, c'est que actuellement est en négociation au niveau de l'Union européenne un MiCA, qui est une réglementation qui va structurer tout l'écosystème crypto au niveau de l'Europe, et il y avait tout un volet qui concerne les stablecoins, et donc on peut supposer que Circle attend la fin du premier round de négociation pour justement se lancer et potentiellement éviter de trop attirer l'attention. En quoi est-ce qu'il va se distinguer des stablecoins euros existants ? Comment ? En quoi est-ce qu'il va se distinguer des stablecoins euros existants ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. En quoi est-ce qu'il va se distinguer des stablecoins euros existants ?
Tout bêtement, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a quelques stablecoins euros qui existent. On pense notamment à celui qui est d'origine française, le LUG. Après, Circle est aujourd'hui une entreprise très puissante. Il gère l'USDC, donc le deuxième plus gros stablecoin dollar de la planète. Donc, ils ont en fait les moyens de lancer un stablecoin euro qui serait beaucoup plus disponible sur la planète et qui serait en fait qu'on pourrait utiliser sur différentes plateformes, qu'on pourrait se procurer un peu partout. Donc en fait, ils ont une force de frappe qui rendrait ce stablecoin euro en fait quasi dominant sur le marché des stablecoins euros. Du coup, la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que ça menace la souveraineté européenne ? Alors, c'est effectivement la question, et d'ailleurs, on le voit aux réactions de certains politiques et experts du sujet, parce que on sait que les questions monétaires sont essentielles. Ça fait des années qu'on voit, entre guillemets, cette menace d'un acteur étranger qui lancerait un stablecoin indexé sur l'euro. Si vous voulez, on sait que le stablecoin euro de Circle serait piloté des États-Unis, parce que Circle est une entreprise américaine, que les fonds seraient stockés en grande partie aux États-Unis. Donc en fait, malheureusement pour l'Europe, il n'y aurait pas de moyen d'éventuellement contrôler ce que Circle fait de ce stablecoin euro. Donc en termes de souveraineté, on ne pourrait, en tout cas d'Europe, rien faire contre potentiellement un stablecoin euro qui serait piloté des États-Unis. Adli, un commentaire. Est-ce que selon vous, ça menace la souveraineté européenne ? Même chose qui a été dit un tout petit peu précédemment, on voit là qu'il y a des nouveaux stablecoins qui sortent de grands émetteurs, comme Tether, comme Circle. Clairement, il y a la livre sterling qui, je crois, arrive chez Gemini aussi. Il y a la livre sterling, je crois, qui est en discussion chez Tether. Il y a Tether qui avait déjà un euro, il me semble. Ils ont lancé aussi le dollar mexicain ou peso, je suis pas sûr et certain. Mais en tout cas, on voit clairement que le marché des stablecoins est en train de vraiment grossir. C'est peut-être aussi un peu la faute au bear market, pardon. Et donc, on peut se dire que clairement, les entreprises américaines, d'origine américaine, pour Tether, c'est un peu plus complexe que ça, essaie de prendre le leadership sur le marché des stablecoins collatéralisés. Et il y a un gros avantage, parce que en termes de souveraineté, déjà, il y a le fait d'accumuler de la monnaie. C'est bête, mais un des jeux géopolitiques en termes financiers et économiques, c'est d'accumuler de la devise forte et d'accumuler de la devise des autres, potentiellement. Ça donne des leviers de pouvoir. Mais c'est aussi contrôler l'émission de la devise, finalement, dans le cyberespace. Parce que là, pour l'instant, ce nouveau monde, il se construit dans le cyberespace avec les cryptos. Et pour l'instant, le dollar est roi. Donc finalement, être aussi émetteur de l'euro, c'est pouvoir choisir ce qu'on aimait, potentiellement un jour dire non, j'aimais plus d'euros, je veux continuer, le dollar pèse X%. Donc clairement, il y a des potentiels risques, en tout cas en termes de souveraineté. Et clairement, le calendrier doit y être pour quelque chose, de l'avoir sorti maintenant. À la fois les taux qui remontent, mais aussi l'anticipation de MiCA et MiCA 2, entre guillemets, qui a déjà été démontré ou montré par Christine Lagarde dans un lieu où elle n'avait pas forcément... normalement, elle n'a pas de pouvoir législatif, donc elle n'a pas à parler des lois comme ça, on va dire. Mais en tout cas... MiCA 2 semble déjà en route avec des idées en tête, et clairement anticiper et se positionner avant la régulation, c'est toujours assez intelligent, dans le sens où c'est toujours plus facile de se faire réguler quand on est déjà là que l'inverse. Parfois c'est pas le cas, mais on le voit dans les entreprises des cryptos, c'est celles qui étaient là avant et qui ont choisi de réussir à se réguler, qui sont devenues too big to fail en quelque sorte, qui gagnent. Binance étant un cas parfait d'entreprise qui était totalement pirate entre guillemets et dans un environnement non régulé, et qui arrive petit à petit à finalement rentrer dans le rang. Raphaël, est-ce que Bruxelles pourrait interdire cette Eurocoin ? Est-ce que Bruxelles aurait intérêt à l'interdire ? Alors, c'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est que Bruxelles aurait les moyens d'interdire ce stablecoin euro sur le territoire européen. Après, la vraie question, c'est de savoir ce qu'il pourrait potentiellement faire en dehors de l'Europe. Et c'est là où je rejoins ce qu'Adli vient de dire, c'est que finalement, il y a l'Europe, mais le reste du monde. Et c'est vrai que si on imagine un stablecoin euro qui se développe en fait en dehors de la sphère d'influence de l'Europe, vous avez potentiellement finalement des États, je pense à la Chine, aux États-Unis, qui pourraient accumuler beaucoup de réserves
en euros et qui pourrait potentiellement en fait influencer le niveau de l'euro. On sait que voilà, les monnaies sont des outils, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, avec le rouble, sont des outils de diplomatie essentiels. Donc voilà, ça pose évidemment des questions à ce niveau-là. Donc oui, l'Europe fait quelque chose sur son territoire. Maintenant, la question est de savoir ce que vous pouvez faire en dehors de vos frontières. Et là, la question va être assez compliquée à gérer pour Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles seraient les conditions pour qu'il soit considéré comme légal en Europe ? La condition essentielle, ce serait tout bêtement, et c'est d'ailleurs ce qui se négocie actuellement, c'est que le stablecoin euro soit bien conforme à la nouvelle réglementation, à la réglementation MiCA. Et puis la deuxième chose, et qui rejoint finalement le point qu'on a évoqué il y a quelques minutes, c'est que Circle est une entreprise américaine, et pour être donc acceptée sur le territoire européen, il faudrait que Circle crée une filiale sur le territoire européen qui lui permettrait en fait d'opérer sous la réglementation européenne et avec une entité qui soit européenne. Adli ? Ils ont en quelque sorte même pas besoin de ça, à mon sens, même si c'est vrai ce que dit Raphaël. Mais dans leurs actionnaires, je veux dire à Circle, il y a déjà des grandes banques. Si je me trompe pas, c'est JP Morgan, mais c'est peut-être Goldman Sachs, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui risque d'arriver dans les prochaines législations, et ce qui est déjà un peu le cas, c'est que pour qu'un stablecoin soit considéré comme monnaie électronique, il faudrait que ce soit émis par une banque qui prend les dépôts ou émis par un établissement de monnaie électronique qui sont de licence, établissement de crédit et établissement de monnaie électronique qui sont de licence européenne. Et donc ces licences-là, finalement, des branches européennes de banques américaines les ont déjà. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de travail de leur part, mais il y a beaucoup moins de travail par rapport à un nouvel acteur qui devrait réussir à avoir une licence, etc. Il peut y avoir des raccourcis pour aller plus vite, clairement. Et après, sur une deuxième chose que disait Raphaël, c'est au niveau, il parlait de l'influence, on va dire, du pouvoir hard, en quelque sorte fort, que ça pouvait donner à ces différents pays. Mais il faut aussi considérer le soft power, c'est-à-dire que est-ce que c'est normal que moi, mon patrimoine, je le compte en dollars ? Et ça, c'est problématique à mon sens. Ouais. Je veux dire, l'euro, c'est la deuxième monnaie la plus puissante du monde. Ça devrait être en euros que je compte mon patrimoine, pas en dollars. J'ai aucune idée du prix au quotidien du Bitcoin en euros. Donc vous êtes en train de me dire qu'on est peut-être en train de rater une opportunité en Europe et sans doute de répéter les erreurs qu'on avait fait au début du web, c'est-à-dire qu'on régule mal les cryptos. Qui, ça va dans le sens de l'histoire, a priori, vont prendre de plus en plus d'importance, surtout si l'avenir se passe dans le cyberspace. C'est-à-dire que là, de plus en plus, on voit que oui, ce monde-là va prendre de l'importance. Et être entrepreneur dans ces milieux-là, en Europe, en tout cas en France, c'est pour l'instant encore très complexe. Je veux dire, les banques vous empêchent d'ouvrir des comptes en banque et de faire des transactions la plupart du temps, même celles qui affichent gaiement offrir des services de crypto-monnaie à leurs clients. Quand vous voulez ouvrir un compte société, c'est compliqué. La fiscalité n'est pas forcément claire. La réglementation pour tout ce qui va être réglementation financière n'est pas forcément claire non plus. Il y a des acteurs qui font preuve de plus de bonne foi et d'autres de moins de bonne foi. Je pense que l'AMF, par exemple, est plutôt accueillante envers les cryptos, la CPR beaucoup moins. Donc il y a des combats comme ça un peu même entre régulateurs, j'ai envie de dire. Et hélas, quand on voit MiCA, quand on voit la manière dont les cryptos sont prises, il y a vraiment un désir de stopper un peu ce business privé et de vouloir se le réapproprier. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez du cloud souverain, de tout ce qu'on a fait autour de Quant, qui était une bonne entreprise, etc. Mais d'avoir vraiment cette logique de vouloir absolument, quasi avoir un acteur européen presque public qui serait à la hauteur, alors que pour l'instant, et depuis ces dernières décennies, l'innovation, elle vient clairement de la recherche publique, mais c'est le privé qui l'exécute en termes de produits, en tout cas. Ouais. Ça pourra peut-être bouger, mais dans le statu quo actuel, les initiatives, on va dire, qui sont publiques et étatiques, sont plus souvent des échecs que des réussites. Et en attendant, on utilise plus souvent le login de Facebook et de Google que le login de comment ça s'appelle France Connect. France Connect. Vous êtes d'accord, Raphaël, avec ce que vient de dire Adli? On est en train sans doute de répéter les erreurs du passé, les erreurs qu'on avait fait pour le web. Ouais, c'est justement tout. En fait, on
a sorti ce matin avec Grégory donc la newsletter payante, et c'est l'objet de notre édito. Il y a effectivement un énorme sujet autour de ce que l'Europe va réussir ou pas à faire avec le Web 3. Alors il ne faut pas être naïf, hein, il y aura des excès et on le voit avec ce qui se passe depuis quelques semaines, mais le risque, et là ça fait bien avec ce qu'on voit avec le stablecoin euro de Circle, c'est que bien, si vous n'embrassez pas ces nouvelles technologies, vous prenez aussi voilà, le risque d'être totalement largué et de vous faire imposer exactement comme on s'est fait imposer avec les GAFAM et les géants technologiques américains et chinois, en fait, des standards qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'est ce qui globalement pend au nez de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on refait toujours ces erreurs? Pas de culture. C'est compliqué de savoir précisément pourquoi on commet ces erreurs. Je pense qu'on veut bien faire. Une frilosité qui est dans notre ADN en Europe? En Europe, on a des talents, on a des entreprises, on a des investisseurs, on a tout le cadre qui permet d'avancer. Après, on a peut-être tendance à être un peu trop frileux, ce qui est, encore une fois, hein, c'est une bonne chose d'être prudent, mais l'excès de prudence peut aussi nous conduire à prendre de mauvaises décisions. Voilà, il y a des choses à surveiller sur l'écosystème Web3. Encore une fois, il y a des choses qu'il faut réguler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à ne faire que réguler, alors même qu'il faudrait aussi imaginer de construire des choses, de développer l'écosystème pour pouvoir nous aussi imposer nos référentiels et nos standards. Adli, quels pourraient être les combats futurs des États dans le champ des crypto-monnaies? Dans le champ des crypto-monnaies, il y a déjà celui d'être accueillant. Ça, c'est un peu celui qu'on est en train de traiter. C'est-à-dire faire en sorte que avoir les meilleures infrastructures possibles dans le pays, en termes de juridique, en termes techniques, en termes légaux. Par exemple, en France, on sait qu'il y a des talents. Ça, c'est quelque chose qu'on a. On a un bon milieu de la recherche, on a des talents. Par contre, en termes de réglementation, c'est assez complexe. En termes bancaires, c'est totalement atroce. En termes fiscaux, on est non compétitif. Et donc, quand on doit faire des choix, c'est assez compliqué. Et c'est compliqué aussi pour les entrepreneurs français qui se posent la question. C'est-à-dire que, par exemple, ouvrir une entité aux îles Caïmans en France, c'est extrêmement mal vu. Alors que pour faire des DAO, actuellement, c'est quasiment la seule solution. Donc, une des choses qui pourrait être intéressante, c'est un cadre légal pour les organisations autonomes décentralisées. C'est-à-dire qu'on puisse publier des statuts en disant, publier au greffe en disant, mon entité, c'est tel smart contract. Et donc ça a une existence légale. Ouais. Et à la rigueur, soit ça serait une compta différente, etc., soit ça serait une compta classique, mais qu'en tout cas, juste avec ça, je puisse avoir une existence légale, ouvrir un compte en banque, payer des gens, etc. Ça simplifierait. Les îles Marshall viennent de le faire. Il y a certains États aux États-Unis, comme le Wisconsin, si je ne me trompe pas, qui sont assez ouverts sur le sujet aussi. Vous comprenez comme la frilosité. Là, vous me faites une liste des paradis fiscaux. Ah mais je fais une liste des paradis fiscaux parce que c'est triste, mais c'est eux qui s'adaptent le plus vite. Je veux dire, quand le jeu en ligne est arrivé, avant l'ARGEL, avant toute la réglementation qui a mis 20 ans quasiment à arriver, où allaient toutes ces entreprises ? Dans ces endroits-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'innovation peut avoir des cadres, mais ne doit pas en avoir trop. Et ne doit pas surtout avoir des cadres qui ont trop d'a priori. Moi, je ne dis pas qu'il faut aller tout feu, tout flamme, sans aucune prudence. Il faut bien sûr délimiter les choses et qu'il y ait de la responsabilité. Mais malgré tout, il faut s'adapter plus aux technologies qui arrivent que l'inverse. Et on essaie souvent de les faire rentrer dans des cadres, et là, c'est les ronds dans les carrés, et ça ne fonctionne pas. Une dernière question, vous l'avez abordée rapidement, mais est-ce que l'innovation peut être vraiment publique dans le domaine des cryptos ? Je pense qu'elle le pourrait en quelque sorte, parce que si on regarde les cryptos, qui c'est qui ont fait les cryptos ? C'est des chercheurs. Et les chercheurs, ils viennent d'où ? Ils viennent souvent du public. Donc c'est plus une question à la rigueur après de culture de l'entrepreneuriat et de culture du produit, où là je pense qu'on pêche un peu, mais on a beaucoup changé ces dernières années en Europe. Mais les Américains, leur force, c'est de vraiment avoir une culture du produit et aussi de la vente, qu'on a peut-être un peu moins, et qui leur permet de réussir tel qu'ils le font. Raphaël, je vous vois hocher la tête sur le retour, vous êtes d'accord ? Oui, je pense qu'effectivement, sur la question de la sphère publique et de l'innovation dans le domaine des cryptos, effectivement, quand vous regardez aujourd'hui, même encore, beaucoup de projets, vous retrouvez des chercheurs, des gens qui ont des PhD, des doctorants sur de la tech fondamentale, voilà, aussi des spécialistes de produits financiers assez complexes. Et c'est vrai que en fait, viennent du sérail public. Ce sont des gens qui ont été formés par les meilleures écoles en France et en Europe. Et donc, ce qu'il faut, et après, c'est un sujet qu'on aborde depuis longtemps en France, c'est réussir à bien faire travailler ensemble, justement, le monde de la recherche et
tout le monde de l'investissement qui pourrait permettre à certains projets développés par des chercheurs issus de la sphère publique pour qu'ils atteignent la taille critique et qu'ils arrivent sur le marché. Merci beaucoup à tous les deux. Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de Big Whale, et Adli Takal-Bataï, président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Merci à vous. On va parler du sommet BFM Patrimoine.